Christelle Néant, bonjour. Bonjour, c'est VegBeast. Comment vas-tu? Ah, écoute, ça va? Ça va, ça aurait pu être bien pire. J'ai cru comprendre que tu as survécu à un bombardement. Ah, franchement, aller te promener sous les bombes, ça te ressemble bien, ça? Ah ouais, non, vraiment. Bah, j'ai déjà été sous bombardement, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que vraiment ça a été aussi intensif et long. C'est la première fois que je vois un bombardement qui dure presque toute une journée sur une zone aussi précise, si tu veux, et de manière aussi intense. D'ailleurs, même les habitants, on a interviewé un peu les habitants une fois qu'on a réussi à sortir. Et un monsieur disait que, enfin, de toute la guerre, il n'a jamais vu un bombardement pareil. C'est-à-dire que bon, nous, on est arrivés, il y a eu un premier bombardement vers 8 heures du matin, donc c'était le 4, c'était il y a 2 jours, 4 juin. 8 heures du matin, l'armée ukrainienne a commencé à bombarder le district de Petrovski à Donetsk. Une civile est morte. Donc bon, on a regardé un peu les infos, on a vu que ça avait l'air de s'être calmé, enfin qu'il n'y avait plus d'autres rapports de nouveaux bombardements. Donc avec Laurent, donc mon collègue Laurent Braillard, on a pris la voiture, on a pris avec nous un gars du service de presse du Corpus, pour voilà, être tenu informé s'il y avait de nouveau un problème et que bon, bah, on fasse demi-tour si jamais, en gros, le commandant de la zone annonçait de nouveaux bombardements. Et tant qu'on était sur la route, franchement, enfin, on n'a pas entendu de nouveaux tirs, donc on s'est dit c'est bon, c'est comme d'habitude, ils ont bombardé pendant une petite heure et puis ils se sont calmés, quoi. Alors, en fait, juste pour préciser, donc la personne qui fait partie du corpus, c'est le service officiel de la DNR qui autorise les déplacements sur zone de tir, etc. Ouais, c'est ça. Donc c'est le service de presse de la milice populaire qui est là bah, pour assurer notre sécurité, hein, tout simplement. Ouais, ils font le Parce que lien, en fait. voilà, eux, ils ont le contact avec les commandants des différentes brigades qui sont à tel ou tel endroit, et donc bah, ils peuvent être avertis immédiatement, bah non, faites demi-tour parce que là, ça recommence à tirer, tu vois. Sauf qu'en fait, ça s'est remis à tirer quand on est arrivé sur place. D'accord. En Il y fait, avait entre le moment où ça s'est arrêté et le moment où ça a repris au niveau des tirs, il y a combien de temps qui s'est écoulé à peu près? il y a eu une bonne heure et demie, quoi, à peu près, une bonne heure et demie, ouais, une D'accord, ouais. bonne heure. Alors en fait, ça correspond à une stratégie de type terroriste qu'on a déjà vu être utilisée par certains groupes, comment dirais-je, téléguidés par nos amis au-delà de l'océan, parce qu'on ne peut pas les Voilà. nommer, bien évidemment. Et la stratégie consiste à faire une première frappe, qui peut être un engin explosif, à attendre que les secours arrivent, et puis à ce moment-là, redéclencher une deuxième attaque de manière à faire un maximum de dégâts parmi le secouriste, forces de l'ordre. Alors, bon, bah là, typiquement, ça serait des militaires. Ce sont des Mm. pièges. Et en fait, ça démontre que la stratégie a changé au niveau de l'Ukraine et qu'ils sont totalement téléguidés. Là, d'ailleurs, tu disais le nombre d'heures qui ont été faits pour la durée du bombardement et son intensité. Ça démontre qu'il y avait un objectif derrière, dont tu vas nous parler en fait. Ouais, bah en fait, donc au moment où on arrive sur zone, on n'est même pas arrivé jusqu'à la maison où la pauvre dame était morte. On est arrivé près de la mine Chiluskinsev au moment où on a entendu le sifflement d'un obus. Donc on a compris qu'il arrivait dans notre zone. Donc bah, en fait, on a lâché la voiture et on a couru hors de la voiture immédiatement. Donc bon, bah ça c'est clairement c'est ce qui nous a sauvés. Donc on s'est jeté sous enfin on s'est protégé en fait derrière le mur d'une bâtisse qui était en face de la mine, qui est un magasin. Et en fait, il s'avérait que le magasin était ouvert et qu'il y avait déjà des gens dedans. Donc ils nous ont dit mais rentrez, rentrez, rentrez. Donc on est rentré dans le magasin. Et on est resté là bah, pendant 5 heures, quoi. Donc on est resté, je pense, à peu près 1 heure dans le magasin même. Donc on est resté près de l'entrée, on s'est protégé donc en se mettant donc on s'est assis, hein, parce que voilà, quand
Petite astuce, hein, si un jour il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, ne restez surtout pas debout, hein, parce que c'est ce qu'a fait un des messieurs, et quand un des obus est tombé tout près de la porte d'entrée du magasin, eh bien il s'est pris petits éclats de verre, Le souffle. poussière de plâtre, etc. Enfin tout ce que tu veux dans la figure, hein, donc c'est le monsieur que vous entendez crier à un moment dans ma vidéo. Parce que il s'est tout pris dans les yeux, tout simplement, ce qui fait très mal. Moi-même hier, j'avais des yeux complètement albinos, hein, donc j'avais du lapin albinos parce que j'avais vraiment, je portais des lentilles, comme je fais toujours quand je vais dans des zones où bon, faut mettre le casque et le gilet pare-balles, parce que bon, les lunettes c'est pas très pratique avec le casque, donc je mets des lentilles et c'est vrai que bon, je me suis pris aussi de la poussière, de plâtre, de tout ce que tu veux, et donc après quand je les ai retirés, je me suis tapé les yeux, c'était horrible quoi hier. Donc oui, dans ce genre de cas, il faut s'asseoir, voire s'allonger, et surtout ne vous mettez pas à un endroit où il y a des fenêtres, où il y a du vitrage qui peut voler. Donc nous, on s'est mis vraiment dans un espèce d'encadrement de porte. Laurent, lui, était un petit peu à côté, derrière un mur en béton. C'est ce qui nous a sauvés. Vraiment, ça tombait en continu, donc très très vite. De toute façon, j'ai compris que entre autres ma pauvre voiture qui était parquée juste en face, il aurait pu quoi. Hein. Elle a mouru. Elle a mouru, complètement. On montrera Moi, j'ai les des photos, photos, je les mettrai. on montrera les photos, mais ouais, là elle est complètement mourue. Il y a un obus qui est tombé à peine à 1 mètre d'elle, donc voilà. Enfin, tous les véhicules d'ailleurs qui étaient dans cette zone, hein, toutes les voitures qui étaient garées sur le parking de la mine ont été complètement brûlées. Et ils nous ont vraiment tout mis dans la gueule. Hein. Artillerie lourde, roquettes de lance-roquettes multiples grades, lance-roquettes multiples ouragans. Donc ça, c'est des trucs à cassette. Donc c'est des trucs à sous-munitions, des roquettes à sous-munitions. Donc c'est pour ça qu'à certains moments, donc on mettra le lien vers la vidéo qui est sur Odyssée et sur Rumble, puisque maintenant je suis censuré par YouTube. Les gens pourront vous entendre à certains moments, on entend un premier gros claque et puis après tu entends plein de petites explosions, et bien ça ce sont les cassettes. Ce sont les cassettes qui sont larguées et qui explosent et qui projettent leurs éclats absolument partout. Donc Ouragan, c'est déjà du gros calibre. Hein. Je veux dire, vous verrez les bestiaux. Kostia, donc qui était le gars du Corpus qui était avec nous, à un moment a posé pour une photo à côté d'un des restes. C'est la moitié de l'engin, c'est même pas la totalité. Le truc fait sa hauteur, si tu veux. Ça vous donne une idée un peu du truc. Et ça a duré. Donc après, on s'est mis dans le sous-sol en fait du magasin. Il s'est avéré que ce magasin avait été construit à l'époque soviétique et donc avait été doté d'un très très bon abri anti-bombardement où on s'est réfugié. On y a passé au total 5 heures, à peu près 5 heures à entendre. Ça tombait, ça tombait, ça tombait. Il y a un vieux monsieur qui supportait pas de devoir rester là-dedans, qui a voulu rentrer chez lui. Et au moment où il traversait le magasin pour sortir, de nouveau, un obus qui est tombé à proximité et il s'est pris des éclats dans les poumons. Donc, Laurent l'a vu mourir littéralement dans ses bras en 5 minutes. Donc voilà, donc Laurent et moi on n'a rien, on n'a même pas été blessés parce que on s'est très vite réfugié dans le magasin et qu'on a eu les réflexes qu'il fallait, réflexes conditionnés par l'expérience. Donc ça c'est clair qu'on a eu quand même beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance que, comme je disais, on serait tombé quelques minutes plus tard. Je pense qu'on se prenait un des pélos qui ont touché la voiture. Parce que très vite, de toute façon, ça tombait juste à côté. Hein. On a très bien entendu, et on l'entend dans la vidéo, que très très vite, ça tombe vraiment devant le magasin. Donc, de toute façon, là, si on avait été dans la voiture, c'était bon. Hein. Là, il n'y aurait plus personne en vie pour en parler. C'était d'ailleurs tellement intense que les mineurs qui étaient dans la mine de charbon, c'est une mine de charbon, la mine Chiluskitsev, donc ils travaillaient sous terre, donc à plusieurs centaines, voire je pense un bon millier de mètres sous terre. Ils ont senti les vibrations, c'est-à-dire ils ont senti les murs de la mine vibrer en fait sous terre, quoi, tellement c'était intense. Ouais, donc en fait, l'objectif c'était la mine. L'objectif c'était la mine.
L'objectif, c'était la mine. Ils ont vraiment tout fait pour la détruire. D'ailleurs, quand on est sorti, elle était en flammes. Les mineurs sortaient ce qu'ils pouvaient des vestiaires, parce qu'en fait, le bâtiment qui est en train de brûler, c'était là où il y avait les vestiaires, les douches, etc. Donc ils sortaient les tenues, enfin les espèces de gros, enfin c'est comme des cintres, c'est comme les espèces de gros cintres qu'il y a à la piscine, tu sais, où tu peux mettre des affaires dedans, tu as une espèce de tout Mhm. un cadre comme ça, puis il y a une espèce de panier en dessous dans lequel tu peux mettre tes chaussures, etc. Donc les gars sortaient ce qu'ils pouvaient de là-dedans, quoi. Et c'est là qu'on a pu discuter avec eux et ils nous ont dit ouais, non, mais là-dessous on a senti que c'était en train de bombarder là-haut. Les murs de la mine tremblaient. Donc tu imagines quand même l'intensité du bombardement pour que sous terre, dans une mine de charbon, les mecs aient senti que c'était en train de bombarder, quoi. Ouais, en fait, pour se protéger d'un bombardement, nous, ce qu'on avait appris quand j'avais les formations protection civile, c'est se réfugier sous des cadres de porte, se réfugier dans des angles de murs en béton armé, Ouais. s'accroupir, comme tu l'as dit, voire se coucher. Le but, c'est vraiment d'être dans un endroit. Et puis, bah, si tu es dans un angle de la construction, en fait, comme c'est du béton armé, ça peut supporter des pressions beaucoup plus importantes et te protéger parce que c'est beaucoup plus solide. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, Non, les vraiment, gens c'est ne le ce savent qu'il faut pas. faire, c'est ce qu'il faut faire. Mais comme je le dis, on a eu vraiment de la chance qu'on était que des personnes expérimentées, donc on a très vite réagi, on a fait tout ce qu'il fallait. Je pense qu'il y avait eu un journaliste qui n'a pas l'expérience du front qu'on a, que ce soit avec Laurent ou Costia, je pense que ça aurait été une cata. C'est-à-dire que je pense que des journalistes, on va dire un peu newbie, hein, un peu novices, là, ils y seraient restés. Ils auraient pas eu les réflexes et ils seraient peut-être restés dans la voiture ou ils auraient essayé de fuir avec la voiture. Parce que il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi vous n'avez pas fui avec la voiture? Non, c'est le pire truc à faire. Il vaut mieux abandonner la voiture et aller se coucher au sol parce qu'en fait, ça tombait vraiment partout autour de la zone. Et donc là, tu avais vraiment une chance de te prendre un pélo sur la voiture. Il Vraiment. n'y avait pas moyen de partir en arrière, donc. Non, parce qu'en fait, vraiment, quand on est arrivé vers la mine chez Luskinsev, j'ai vu qu'effectivement, déjà, des pélos étaient tombés dessus ce matin-là. Parce qu'en fait, tu voyais que les branches avaient été arrachées. T'avais, entre guillemets, excusez-moi les gros mots, mais t'avais des crasses, enfin des merdes sur le sol, enfin sur l'asphalte. Donc tu voyais que c'était déjà tombé dans cette zone-là. Donc potentiellement, je veux dire, ils pouvaient retirer sur la route, quoi. Donc non, non. D'ailleurs, quand on est reparti, on a vu que toute la route avait été complètement constellée. Donc je veux Mhm. dire, non, non, d'ailleurs, quand on était dans le magasin, on a entendu à certains moments certains des pélos qui nous passaient au-dessus, en fait, et qui tombaient plus loin, donc sur la route qui permettait de repartir vers Donetsk. Non, non, D'accord. faut surtout pas faire ça. Faut surtout pas faire ça quand vous entendez que ça vous tombe vraiment dessus. Ne faites pas demi-tour avec la voiture. Sortez de la voiture et allez immédiatement vous mettre à l'abri. Parce que la voiture, c'est pas un abri. C'est voilà, Ah, c'est des taux qui euh, font même pas un millimètre, donc c'est ça, c'est ça. Donc non, non, vous verrez sur les photos de la voiture, elle est complètement déchiquetée. Elle est complètement déchiquetée et c'était une voiture, c'était pas une voiture où il y avait de la carrosserie en plastique ou des trucs comme ça, c'est vraiment de l'acier, hein, vous le voyez sur les photos. Elle est complètement déchiquetée, complètement pliée, enfin je veux dire, il non, va non. falloir qu'on t'aide à acheter un BTR. Un BTR, ouais. Non, pas un BTR, mais oui, il faut que je rachète une voiture assez rapidement. Euh, Bon, déjà pour le D'accord. travail, et puis mais aussi parce que bon, bah, je vis dans une zone un peu reculée, donc Ouais, et puis on pour a tout l'humanitaire. un autobus qui mène chez moi et l'arrêt est assez loin, donc ça va vraiment pas être pratique. Donc il faut très rapidement que je reprenne un véhicule. Donc voilà, mais bon, c'est des choses, ça fait partie du boulot, ça fait partie du boulot malheureusement, hein, de prendre un certain nombre de risques. Bon, là on sera bien plus prudent pour aller sur des zones bombardées. Je pense que le corpus aussi, je pense que. Mais oui, oui, je pense qu'ils sont vraiment acharnés sur la mine. Je pense que le but c'était vraiment de la détruire en mode à la Ouais, fois, si on peut pas la voir, eh ben vous l'aurez pas aussi ouais, terre brûlée. terre brûlée, et je pense aussi pour faire peser sur la Russie un coût énorme en matière de reconstruction.
Pourquoi? Parce que donc le soir même, ils ont bombardé le centre de Donetsk même, le centre de Donetsk, hein, à coups de roquettes de Grad. Ils ont balancé 40 roquettes de Grad, donc tout un paquet sur le centre même de Donetsk. C'était complètement effrayant parce que le soir j'entendais le truc, je dis mais merde, non, quand même, on a passé déjà toute la journée sous les bombardements et j'ai vu en fait que c'était le centre qui était en train d'être bombardé. Et pareil, ils ont visé des écoles, bâtiment administratif du procureur général de la RPD, le soir même où d'ailleurs ce même procureur avait annoncé hein, que les comment ça s'appelle les gars du régiment Azov et les mercenaires étrangers seraient bien jugés et que potentiellement ici ils pouvaient faire face à la peine de mort. Donc ministère de la Justice donc a été visé, école, maternelle, enfin vraiment les endroits qu'ils ont visés, c'était vraiment que des endroits où il y a des infrastructures civiles comme ça. Hier, ils se sont acharnés de nouveau dans le district de Petrovski, cette fois sur l'antenne relais télé qui s'y trouve. Donc ouais, on a vraiment l'impression que ouais, le but, c'est vraiment bousiller les infrastructures pour obliger la Russie à raquer à payer pour tout ça, quoi. À lui faire peser un maximum de boulets financiers, quoi, en fait. On a une idée de leur position ou pas du tout? Alors nous, quand on y était, on a vu que les trucs sont tombés depuis au moins 2 directions, dont Krasnogorovka. Donc Krasnogorovka qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne, hein, donc moi les débilités du genre: «Oui, c'est l'armée russe qui a bombardé, Donetsk», non, 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 non. La direction de Krasnogorovka, c'est l'armée ukrainienne, hein, donc il y a pas de doute existentiel, hein. Même les civils sur place ont très bien compris d'où ça venait, hein, donc ça vient de là. Il y a des tirs qui viennent d'Avdiïevka aussi, parce que bon, on a repris la zone industrielle, mais ils se sont retranchés dans la ville, donc ils utilisent, comme à Mariupol, les civils comme bouclier humain, hein, donc ils tirent depuis les zones résidentielles ou des zones industrielles où il y a des produits chimiques dangereux, comme ce qu'ils ont fait à Severodonetsk, qui se sont réfugiés dans l'usine Azote où, comme son nom l'indique, hein, ils travaillent sur des produits azotés. Donc, vous faites péter un conteneur de trucs là-dedans, vous avez une catastrophe chimique. Donc, ce genre de truc. Donc c'est dur de les déloger. Donc, je comprends, il y a des gens qui sont très frustrés, qui disent mais pourquoi ils ont déjà pas exterminé dans ces zones-là? Parce que Marinka, Krasnogorovka, Avdiïevka, ce sont des zones où ils ont déjà extrêmement fortifié leur position pendant 8 ans. C'est ce que disait d'ailleurs un des gars que j'avais interviewé à l'aéroport de Donetsk, hein. Il disait: «On les a vus, ils amenaient des bétonnières et puis ils te coulaient des monolithes de béton là-dedans, donc forcément pour les dézinguer, c'est plus compliqué que quand c'est des bêtes, tranchées, creusées dans la terre avec des renforts en bois si tu veux, hein, c'est pas la même. Et puis ils ont cette marotte d'utiliser les civils comme bouclier humain. Donc on va pas faire un massacre chez les habitants d'Avdiïevka. Je veux dire, on a vu ce que ça donnait déjà leur technique à Mariupol, hein. Il y a quand même eu beaucoup de pertes civiles à cause de ça. On ne peut pas se permettre de faire un bain de sang à Avdiïevka ou à Marinka parce que ils se cachent là, quoi, tu vois. Donc voilà, donc ça complique, mais bon. Je veux dire, l'armée russe travaille intensivement, hein. Je veux dire, le soir Bah, même, on a vu l'artillerie qui a travaillé pour éliminer les positions d'où ils ont tiré. Le problème en plus, c'est que les grades, les Smerch, les Ouragans, et puis là, les cochonneries que leur donnent les Américains, là, les HIMARS, ces lance-roquettes multiples sont mobiles. Donc, c'est-à-dire, c'est monté sur un camion, tu tires X roquettes et et tu puis tu te pars. casses. Et tu te Ouais, ouais, casses, ouais. voilà. Et donc, c'est très difficile de les détruire sur le coup, quoi. Je veux dire, le temps de calculer la trajectoire, ils sont déjà partis, quoi. Ouais, disons que de toute façon, si on regarde ce qu'a dit Zelensky, donc notre ami cocaïnomane, j'adore, il y a une vidéo où il... Ouais. Надо Вовочку спрятать, чтоб не сглазили. Слава кокаине. Доброго дня. Добро. Есть что понюхать, сучки?
Il a dit qu'en fait, ils ont des pertes d'environ 1000 hommes par jour du côté ukrainien. Donc, son armée, elle va pas, enfin, ce qu'il en reste, va pas durer non plus Non, des non, bah là, de toute éternités. façon, on le voit, ils ont envoyé sur le front ce qu'on appelle les bataillons de défense territoriale, c'est-à-dire ces Volkssturm à la sauce ukrainienne qu'ils avaient mis en place pour défendre des villes comme Kiev ou comme Lvov. Eh ben, ils ont envoyé ces gens-là sur le front. Ces gens n'ont absolument aucune expérience du combat, ont à peine fait une formation de 2 semaines pour savoir comment manier une Kalachnikov. En bois, la Kalachnikov, non? Et en bois à la Kalachnikov, qu'est-ce que tu veux que ces gens-là fassent? Donc ces gens font des vidéos en masse pour dire mais on n'a pas d'armement lourd, on n'a pas de soutien aérien, enfin, vous nous envoyez à la boucherie. Il est hors de question qu'on y aille, donc il y a des redditions assez importantes, voire des désertions. Donc là il y avait 2 vidéos entre autres de ce genre d'unité où les mecs ont été arrêtés derrière par le SBU pour désertion. Zelensky a même essayé de faire passer une loi pour autoriser les commandants à abattre sur place, sans jugement, tout soldat qui essaierait de se rendre. Donc, bon, c'est pas passé. Parce que je pense que les députés ukrainiens ont compris que s'ils ne voulaient pas avoir des assassinats massifs de commandants par leurs soldats avant de se rendre, non, c'était pas une bonne idée, si tu veux. Donc, ouais, ils en sont là. Donc là, ils ont essayé de mener une contre-attaque à Severodonetsk qui a échoué, hein, contrairement à ce que racontent les médias ukrainiens. Ça a été prouvé par des vidéos des combattants tchétchènes qui se sont baladés dans Severodonetsk avec le téléphone en train de filmer pour bien montrer que la ville était sous leur contrôle. La seule zone qui est encore sous contrôle ukrainien, c'est donc cette usine et puis l'espèce de zone industrielle qui est autour, qui est entre Severodonetsk et Lysychansk. Mais ils tiendront pas. Je veux dire, la principale route permettant d'approvisionner, elle est coupée. L'armée russe en a pris le contrôle. La deuxième, elle est à portée de tir de l'armée russe. Donc, faire venir des gros convois de soutien ou de renfort ou de quoi que ce soit, bah, vous pouvez oublier. Donc, ils vont tomber. Ils vont tomber. C'est qu'une question, je pense, de jours. Et puis, ensuite, ça sera Lysychansk. Et puis après, ben, je veux dire, déjà la Krasny Liman est tombée, l'armée russe n'est plus qu'à 15 km de Slaviansk. Mmh. Voilà. Ouais, bon, c'est une progression lente hein, pour éviter Mais les là, ça pertes humaines. s'accélère. Là, ça s'accélère. On voit depuis 2 semaines, ça s'accélère quand même bien. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que là, ils se déchaînent sur Donetsk, parce que je pense qu'ils sentent qu'ils vont bientôt se faire éjecter de ces positions-là, puisque bon, bah, le front bouge aussi vers Avdiivka. Les gars ont contourné par le nord, donc par Verkhnetoretskoye qu'on a pris il y a déjà quelques semaines, et donc ils sentent qu'ils vont se faire prendre en pince à cet endroit-là, et que bon, ben, en gros, c'est le dernier baroud de déshonneur. Je ne vais pas dire d'honneur parce qu'ils n'en ont pas. Quand tu tires sur des civils et des infrastructures civiles, on ne va pas parler d'honneur. Donc c'est le dernier baroud de déshonneur en mode terre brûlée, tant qu'ils peuvent, et puis après, ils viendront pleurer en disant on est désolé, ou en racontant qu'ils étaient que des chauffeurs, Des exécutants, cuisiniers, des je sais pas ordres quelle qu'ils avaient connerie, voilà. peur, ouais, comme d'habitude. Voilà, donc, ce genre de truc, mais bon, donc, on a réchappé belle. Facteur, on va dire, bon, chance pour ceux qui sont athées, pour ceux qui sont croyants comme moi, protection divine. Et puis l'expérience, clairement. Clairement, l'expérience a été un facteur majeur. Le fait qu'on avait avec nous un gars du Corpus qui a quand même pas mal de bagages, d'expérience derrière lui, qui fait qu'il a réagi immédiatement, qu'il a donné les ordres qu'il fallait quand il fallait. Et le fait que Laurent et moi, on ait l'habitude de ce genre de situation, qui font qu'on a réagi au quart de tour, on n'a pas paniqué, on est resté très calme. Il n'y a pas eu de panique vraiment de notre côté, donc on a vraiment fait ce qu'il a dit au moment où il l'a dit, et c'est ce qui nous a sauvés. Ça, la panique, c'est le truc qui te tue. C'est ce qui a fait que ce grand-père est mort, parce que monsieur supportait pas d'attendre en entendant les trucs tomber autour. Voilà, ça c'est de la stupidité, et voilà. Bah, psychologiquement, c'est difficile. Hein. Psychologiquement, c'est Tout le difficile. monde n'a pas la capacité d'encaisser ça. C'est ça, mais c'est une discipline à s'imposer, hein. Alors pour ceux qui connaissent peut-être les bouquins ou les films qui sont tirés des bouquins de Frank Herbert, Dune,
Voilà, remémorez-vous la fameuse litanie contre la peur. Voilà, la peur tue l'esprit. Et la peur, c'est la mort assurée. Voilà, c'est ça. Si vous paniquez, c'est terminé. Si vous paniquez, vous allez vous comporter en poule sans tête et vous êtes mort. Voilà, c'est justement pas ce qu'il faut faire. Par rapport à ton véhicule, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait et je dirais que mes suiveurs pourront t'aider? Est-ce que tu as déjà un lien ou pas encore? Alors, ceux qui le peuvent. Bon, depuis la France, donc maintenant Sberbank a été retiré de Swift, donc c'est plus possible de faire des virements bancaires. Mais pour ceux qui connaissent un peu les crypto-monnaies, donc j'ai un portefeuille Monero, donc vous pouvez verser des Monero là-dessus. Je peux après les convertir en roubles sur mon compte Sberbank. Donc pour l'instant, ça c'est la première option. On est en train de voir avec Xavier Moreau de Stratpol pour mettre en place une cagnotte pour pouvoir récolter des fonds. J'ai déjà des amis qui ont commencé à envoyer des fonds via des amis qui sont en Russie, qui eux peuvent continuer. Donc ceux qui ont des amis russes, qui ont des comptes en Russie, vous pouvez toujours envoyer sur la carte Sberbank, ça, il n'y a pas de problème, elle est toujours valable. Donc vous pouvez envoyer des fonds dessus. D'accord, tu me passeras les coordonnées après pour que je puisse le mettre. Ouais. Et donc, dès qu'on aura trouvé une plateforme relativement safe pour éviter les problèmes de type saisie de la cagnotte ou autre, ou annulation, etc., on communiquera là-dessus. Oui, comme le gouvernement de Macron Ier a fait avec ben, les Gilets jaunes. Voilà, hein, ou comme au Canada, ils ont fait avec la cagnotte qui avait été fait pour le convoi de camions, c'est le convoi de la liberté, si je me souviens bien, c'est ça. le nom. Voilà, où pareil, ils ont saisi la cagnotte. Enfin, c'est du vol pur et simple. Donc, on est en train de regarder quelle plateforme est relativement safe pour faire ce genre de choses. Et on va faire comme ça. Mais vraiment, s'il y a des gens voilà, qui sont déjà un peu dans les cryptos, voilà, les Monero, ça vous pouvez. Je vais essayer peut-être de faire un tutoriel vidéo parce qu'il y a plein de gens qui m'en réclament parce que c'est pas très compliqué en fait d'acheter du Monero. C'est vraiment assez simple. Donc vraiment, on va essayer de passer par comme ça. Et puis bon, bah, moi en tant que survivaliste, j'avais de toute façon un budget de secours pour en cas de grosse réparation, en cas de perte de la voiture. Donc je vais voir ici, je pense aller voir les garages qui vendent des voitures. J'ai vu que certains permettent des crédits, tout simplement. Via une des banques russes qui commence déjà à travailler ici, qui est la banque internationale de... Comment elle s'appelle? Genre banque internationale de transfert ou on dit clearance en anglais, enfin pour ce genre de truc. Donc il y a une des banques russes qui travaille ici et qui permet d'obtenir des crédits. Donc je vais peut-être voir pour faire une avance et puis pouvoir ensuite rembourser le reste avec la cagnotte si nécessaire, quoi. Donc on va voir comment on peut. Ah bah sinon, tu demandes aux Tchétchènes qui te récupèrent une voiture chez les Ukrop. Faudra la désinfecter, c'est tout. Je veux pas d'un Hummer. Ça pompe 20 litres au sens et machin, c'est une catastrophe. Donc, ouais. Non, mais on va voir comment on peut se débrouiller. Je vais essayer aussi de mobiliser côté russe, puisque bon, bah là, ça fait 2 jours que je donne des interviews à tous les collègues russes, parce qu'ils étaient sous le choc quand ils ont appris on s'était retrouvés vraiment à 2 doigts d'y passer et que ma voiture, elle est complètement. On va essayer de mobiliser un petit peu tout le monde de tous les côtés pour arriver à rassembler la somme nécessaire pour acheter un bon véhicule. Parce que bon, je me méfie un peu d'acheter. Bon, vu l'état des routes, il me faut un machin qui peut rouler partout. Donc je peux pas prendre une bagnole trop basse, je peux pas prendre. Tu prends une 2 chevaux, ça passait partout avec les ressorts élastiques. Ouais, mais vous trouvez les pièces, ça va être compliqué. Donc, comme en plus, là, Renault s'est retiré du marché russe, bon, bah, je pense que je vais opter pour une voiture russe. Donc, certainement une Niva ou peut-être un Patriote, un Oise Patriote. Parce que, bon, oui, il a trouvé des pièces détachées pour des voitures occidentales, ça va devenir un peu compliqué. Donc, soit il va falloir les payer très cher, soit il va falloir
opté pour des copies. Alors, bon, certaines sont de bonne qualité, d'autres, Un peu moins. Voilà, puis c'est toujours un peu aléatoire. Donc, c'est un truc un peu qui me fait un peu peur aussi, quoi. Donc, je pense qu'on va opter pour une voiture de marque russe pour sécuriser, on va dire, après tout ce qui est approvisionnement en pièces détachées et réparation, quoi. Parce que ça D'accord. aussi, c'est important, il faut y penser, quoi. Voilà. Bah écoute, je suis heureux de savoir que toi et Laurent, bah, vous en êtes sortis, ainsi que Kostia, qui n'a pas eu Ouais, de dégâts, si ce n'est une grosse peur. ouais, Et ouais, non. puis, On a vraiment on va faire on n'a même pas le. été blessé. Il y a eu un des civils qui a été un petit peu blessé, qui a reçu il avait reçu du verre, un peu, donc on l'a soigné sur place avec la pharmacie que Kostia avait avec lui. Donc ça, on a pu gérer. Mais le plus dur, surtout, ça a été psychologique, parce qu'on a eu des personnes qui paniquaient, donc il fallait les calmer. Voilà, arriver à... Ça a été assez difficile. Ça a été assez difficile, quoi. Mais nous, on s'en est sortis sans une égratignure. Mais vraiment sans une égratignure, sans rien du tout, sauf la bagnole, quoi. Bon, bah, c'est l'essentiel. Ouais, Merci encore, Christelle. pas de Et rien. puis, bah écoute, qu'il te protège. Ah bah, il nous a bien protégés. Là, vraiment, je veux dire, le soir, j'ai remercié, j'ai remercié parce que vraiment, là, on a eu des anges gardiens en béton qui n'ont pas fait les 35 heures, qui n'avaient pas pris leur RTT, et ils ont bien veillé sur nous parce que là, ouais, non. Ce jour-là, je signale, il y a eu 5 civils en tout morts à Donetsk et une vingtaine de blessés, quoi. Ouais, donc c'était chaud. Ouais, c'était très chaud. Très, Ok, très chaud. merci pour toutes les informations. Et puis, Pas je de te dis rien. à tout bientôt. Ouais, à plus. Ciao, ciao. Ciao.